Vous avez senti des convergences, des nuances, des divergences dans les propos qui ont été tenus. À vous de les approfondir, de les interroger, de faire part de vos opinions, de vos questions sur ce sujet des services publics à Paris. Donc, vous prenez la parole. Voilà, il y a 2 personnes sur cette aile. Ah, bon, d'accord. On va commencer par ce monsieur. Alors, ce sera votre tour après. Bon, voilà. Levez-vous parce que c'est plus facile pour... Ouais. Je voudrais savoir, parmi les candidats à la mairie de Paris, moi, je travaille en tant que salarié de la mairie de Paris. J'ai 31 ans de service, donc des maires, j'en ai connu 4. Hein? Donc, à part Yann Brossard, aucun des autres n'ont parlé si vous prévoyez la remunicipalisation des services concédés au privé à la ville de Paris. Aucun n'en a parlé. Donc je pense qu'à certains moments, il faut qu'on le fasse, parce que quand même, se donner les moyens à l'heure actuelle de faire notre travail à la mairie de Paris, c'est très compliqué. Il n'y a pas assez de personnel, pas assez de moyens, et aussi, ce n'est pas forcément le nombre d'agents qu'il y a, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup trop d'agents de la mairie de Paris qui dorment dehors, qui ont des problèmes de logement. Ça, c'est une réalité. Et c'est la même chose dans les autres services publics, parce que là, si le gars ou la femme qui travaille dans ces services publics-là n'ont pas de logement, ils feront mal leur travail. Donc, moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, est-ce qu'on va continuer à fermer des services, genre hôpitaux, par exemple le Hôtel Dieu, pour dire un élu socialiste qui dit « je suis pour un hôpital debout et non couché », c'est M. Le Guen, et qui en même temps à l'hôpital, la Salpêtrière, on met en vente des terrains qui peuvent servir à l'hôpital et non pour faire des logements. Et je voudrais savoir une autre question. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un article qui a concerné sur un journal de personnel, c'est l'expérience qu'il y a à Montreuil sur ce que vous comptez faire aussi au Batignolles au niveau de la propreté. Donc l'aspiration, hein, est-ce que ça va être vraiment efficace? Avec quels moyens et combien ça coûtera? Parce que voilà, c'est bien beau, nous avons des moyens. J'ai connu beaucoup de maires adjoints chargés de la propreté, dont un vert. Hein, voilà, donc à un certain moment, il faut qu'on arrête de prendre le personnel de la mairie de Paris pour des rigolos. Et ils ont une vie et il faut qu'on arrête aussi de casser les acquis du personnel. Je vous remercie. Merci. 2 personnes par là. Alors on fait venir une vague de questions et puis ensuite on demandera aux 4 personnes d'y réagir. Donc moi je voulais parler des contrats précaires à la ville de Paris. Donc vous nous dites déjà, Monsieur Brosse, qu'il va y avoir de nouveaux services. Donc on voit bien qu'avec les concours il n'y a plus de postes, qu'on prend que des contrats aidés. Vous allez faire quoi dans vos nouveaux services? Recruter uniquement des contrats aidés? Ensuite les mairies d'arrondissement. Il y a énormément de contrats aidés. Ils se retrouvent à la rue ensuite. Ils ont beaucoup donné, ils ont été formés et on va reprendre des contrats aidés qu'on va reformer. Donc niveau rentabilité, c'est juste pas logique. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va enfin faire pour tous ces précaires de la ville de Paris. Merci. Alors, il y avait quelqu'un juste à côté, là, voilà. Bonjour. Jérémy Buldeau du collectif des professeurs contractuels et précaires de l'Académie de Paris. Alors, moi, je voulais dénoncer la précarité qui s'est encore aggravée dans l'éducation nationale cette année. Et beaucoup de collègues sont aujourd'hui au chômage ou ont des contrats plus courts que les années précédentes. La seule réponse du gouvernement, ça a été la loi Sauvadet, qui était préparée par le gouvernement précédent et qui est appliquée à la lettre par le gouvernement actuel. Et j'ai l'impression que
Donc nous dénonçons finalement cette politique du gouvernement et son cynisme, puisque lorsqu'il nous parle de sécurisation de l'emploi, en fait, il s'agit de fragilisation. Lorsqu'il nous parle de résorption de la précarité, c'est en réalité un plan social. Et en fait, le changement, ça semble bien être la continuité. Nous exigeons donc le réemploi de tous les précaires dans l'Académie de Paris et dans l'éducation nationale. Merci. Alors, il y avait une dame au centre et puis le monsieur après, je crois. Il y avait quelqu'un par ici, non? Oui, bah enfin, bon. Allons là. Alors une personne ici et puis après vous reviendrez à monsieur. Moi, je voudrais aborder la question de la santé à Paris. Il y a eu toute une politique de la mairie de Paris de fermeture menée par Le Guen, de fermeture des centres de santé. Et on voit aujourd'hui un vrai manque à ce niveau-là, même s'il y a l'ouverture des maisons de la santé, ça n'est pas la même chose. Ce sont des médecins du privé qui interviennent et donc ça ne donne pas le même service. Donc en même temps, il y a des centres de santé professionnels qui sont sur la ville de Paris et j'aimerais savoir quels sont les liens que l'on fait et quelles aides on apporte pour qu'ils puissent ouvrir leurs portes au public de leurs arrondissements. Je pense entre autres au centre de santé de la presse, etc., etc. Et donc c'est un moyen aussi de donner d'ouvrir les portes pour le public parisien. Donc voilà, j'aimerais qu'on nous donne un avis là-dessus. Merci. Un, deux. Bonjour à tous et à toutes. Pour faire le lien entre nos deux débats thématiques du logement et du service public, je voulais rappeler deux choses. Un déséquilibre du point de vue de la géographie du logement social dans notre municipalité, avec des manques à l'ouest et au centre. Et le fait que lorsqu'on laisse la main aux mairies d'arrondissement du centre et de l'ouest, ils ont tendance à faire du mauvais logement social, c'est-à-dire à le concentrer et à non pas l'aborder tel que nous l'abordons de gauche, c'est-à-dire dans la mixité. Donc pour rattraper les nouveaux 25% légaux de logements sociaux, puisqu'on est passé de 20 à 25. Et la proposition du Front de gauche est 30%. Et Anne, tu t'es montrée ouverte au dernier débat à envisager l'objectif sur la mandature de 30%. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faudra faire très attention sur la manière dont c'est décliné dans les arrondissements, parce qu'il y a ce qu'on peut décider en Conseil de Paris et après la réalité sur le terrain. Premier élément. Deuxième élément, les camarades de République et Socialisme ont évoqué l'habitat coopératif. Qui connaît un développement peut-être insuffisant et qui pourrait l'être davantage et qui a cet avantage d'être l'objet de subventions du ministère de la Ville. Donc, tant qu'à faire, si on peut non seulement construire des logements, mais qu'en même temps qu'on en construit, on bénéficie de dotations de l'État, pourquoi se priver ? Troisième... Résumé quand même, hein, parce que faut que les interventions... Conclusion, je sabre et je conclus sur deux points. Le fait qu'en lien avec la région,
il va falloir se poser la question du logement étudiant et du logement des jeunes travailleurs. Et c'est deux publics différents qu'il faut distinguer parce qu'ils n'ont pas les mêmes revenus, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et ma conclusion, ça sera quelle association des citoyens au service public. Parce qu'il ne s'agit pas seulement en tant qu'élu d'animer, de développer des services publics, mais il s'agit d'avoir une conception de démocratie sociale et participative. Et c'est pour ça que les conseils de quartier qui ont pu être mis en place le sont inégalement, notamment dans les mairies de droite, d'une part, et ne bénéficient presque jamais de budget qui leur soit spécifiquement rattaché, comme ça peut être le cas au Brésil. Merci. Donc, j'invite à ce qu'on fasse plus de démocratie Il y avait et quelqu'un plus derrière de vous. citoyenneté dans les services publics. Bah, il y avait quelqu'un derrière vous. Non, mais... Alors, mais si vous jouez au... Je suis mise là pour le voir. Bon, je suis du quartier des Amandiers. Et je ne sais pas s'il reste beaucoup d'habitants d'origine dans ce quartier. Ce seraient peut-être des gens d'un certain âge maintenant, où il y a eu un urbanisme extrêmement violent, dont je suis témoin. J'ai filmé pendant plusieurs années la façon dont on a vidé un quartier de sa population, où j'ai vu de mes yeux, et je l'ai filmé de ma fenêtre, on a déplacé peu à peu les gens des bâtiments qui étaient protégés par la ville de Paris. Et comment l'a-t-on fait? On a soulevé les zingueries, on a laissé pénétrer l'eau. Après, on a déplacé les gens au fur et à mesure des démolitions et ils n'avaient plus de droit de bail. Après, il y a des gens qui sont venus dans les immeubles, ils leur ont volé leur reçu. Ils sont venus jusqu'à chez nous, on était dans une manufacture, on est devenu le centre de résistance pour protéger les habitants du quartier. Et les gens sont venus chez nous pour déposer leur reçu. Après, ils sont rentrés, ils ont même surveillé les agents de l'époque, les gens qui sortaient pendant le jour, et ils sont rentrés, ils ont défoncé les pommettes pour que les enfants ne puissent plus rentrer. À ce moment-là, il y a interdiction de rentrer. Il y avait le berger allemand, le vigile, le murage et la démolition. Et les autres, on a foutu le feu. J'ai vécu tout ça. Alors aujourd'hui, je vois qu'il y a un grand effort. Ça s'est passé quand, ça? Ça, c'est les années 80. D'accord. Hein? Je parle des années 80. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a des gens anciens ici? Parce que je pense qu'il y en a très peu. Je pense qu'il y a... Non, mais... Je pense que laissez finir. il y a très peu de gens, justement, ici, qui sont encore témoins de l'époque. Car si on va maintenant à travers le quartier, je ne rencontre plus d'anciens, très peu. Excusez-moi, veillez quand même à la concentration des propos, parce qu'il y a plein de gens qui demandent à intervenir. J'ai vu énormément de progrès. J'ai vu la place Nadeau, on l'a rouvert à la population. Il y a eu un grand marché aux puces, il y a des cafés, il y a énormément... La question c'est, j'y viens, la question c'est comment combiner le problème du logement social et en même temps créer la ville humaine qu'on est en train d'essayer de créer. Et je le vois depuis plusieurs années. Par exemple, les vélos à sens unique, c'est beaucoup plus sûr pour celui qui est sur le vélo, puisqu'il voit arriver le danger. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bon, il faut aller dans le même sens les voitures, mais on le fait en Suisse, on le fait en Allemagne, on va dans l'autre sens. Comme ça, on voit le danger. J'ai vu... Non, je parle de l'humain. Je parle de l'humain. Il y a énormément de choses de faites. Je parle de la Seine, les bords de Seine. Si on les rend à la ville de Paris... Bon, d'accord. Moi, je voudrais juste dire, il faut... Quand je dis, il ne faut pas vendre Paris... Comment ça? Non, mais doucement.
Bon, doucement, alors doucement, écoutez, doucement, de toute façon, doucement. je veux faire l'éloge des efforts qui sont faits et je demande de ne pas faire les erreurs du passé. Il faut, pas, il faut penser qu'il y a encore des gens qui travaillent avec leurs mains. Hein. D'accord. Madame, merci. Veillez les uns et les autres. On s'évitera comme ça des réactions plus ou moins agréables. Veillez à concentrer votre propos. Bonjour. Comme vous l'avez dit ici, nous avons les personnels en lutte de l'Hôtel-Dieu. Et le comité de soutien de l'Hôtel-Dieu. Bonjour. Eh bien, merci à tous les élus, tous les soutiens de l'ensemble des organisations, on dira progressistes, de cette ville et de ce pays, qui nous aident tous les jours à lutter pour la défense de notre hôpital, pour la défense de l'accès aux soins pour tous, pour une véritable offre publique. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit maintes fois, mais nous le disons aujourd'hui, en sachant que nous également, vous les élus politiques et nos représentants politiques, mais nous tous aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique pour la défense et pour garder l'Hôtel-Dieu de Paris. Nous sommes venus ici très concrètement parce qu'aujourd'hui, pour nous, chaque jour est une lutte pour la défense de l'Hôtel-Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici pour savoir comment vous allez faire respecter le moratoire que nous avons demandé à la Direction générale de la PHP sur les restructurations et sur ce projet inique qui nous est proposé pour l'Hôtel-Dieu, où la spéculation immobilière croise le fer avec une offre qui devient de plus en plus privée et qui laisse la plupart des citoyens de notre ville. Donc, comment faire respecter le moratoire que nous exigeons? Comment défendre aujourd'hui l'Hôtel-Dieu? Et nous avons un projet alternatif. Nous avons ici les équipes médicales qui pourront le présenter. Nous avons une construction à vous proposer. Nous sommes une force de proposition et c'est avec les usagers, les citoyens, les élus et les personnels que nous défendrons notre Hôtel-Dieu à tous. Merci. Je vais demander à Alain Faradji de la gauche unitaire qui doit être par là de se préparer. Vous intervenez et puis on passera la parole après à Alain Faradji. Je suis urgentiste à l'Hôtel-Dieu, c'est un cas d'école l'Hôtel-Dieu. Vous l'avez visité, c'est un cas d'école en termes de gabegie d'argent public. Les urgences sont neuves, les urgences et tous les services d'hospitalisation ont été rénovés il y a moins de 5 ans. C'est un mensonge de dire que l'Hôtel-Dieu est un vieux truc. C'est un cas d'école en termes de continuité ou de changement qu'on veut nous faire croire. Il n'y a pas de changement sur la santé. La directrice générale est toujours en place. Claude Évin, le préfet sanitaire, est toujours en place. On veut assassiner cet hôpital qui est le seul des 9 premiers arrondissements de Paris et qui accueille 300 patients par jour en urgence alors que des malades sont sur des brancards à l'hôpital Lariboisière et attendent 8 heures ou 10 heures. On manque de lits d'hospitalisation. Il suffit d'une volonté politique pour réouvrir ces services et cet hôpital au cœur de Paris peut accueillir tous les patients au quotidien et j'imagine même pas en cas de crise sanitaire ou en cas d'événement type un attentat en plein cœur de Paris. Vous parliez du tourisme, c'est un lieu qui accueille 13 millions de touristes sur le parvis de Notre-Dame, c'est un lieu majeur au cœur de Paris. L'Hôtel-Dieu est tout un symbole pour l'hôpital public et on attend vraiment que la volonté politique arrête cette gabegie d'argent public et cette administration qui est complètement folle et qui est au détriment des patients et au détriment des soignants également. Donc on va passer la parole à Alain Faradji de la gauche unitaire et puis ensuite on se retournera vers les 4 intervenants
On reviendra vers vous. La soirée n'est pas finie. Admettez un certain déroulement organisé de la soirée. Vous aurez la parole. Allez-y. Bon. Ah. Il marche ou pas? Ouais, si tu parles plus fort. Vous m'entendez? Oui, faut y aller. Oui. Non, alors, Alain Faradji de la Gauche Unitaire, j'interviens pas pour poser une question, mais dans le cadre du débat qui est organisé, pour donner le point de vue de mon organisation qui est membre du Front de Gauche. J'en ai pour 3 minutes, et sur un seul sujet, c'est sur la petite enfance. Bon. Parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Hein. Il y a eu les annonces hier de Jean-Marc Ayrault sur la politique familiale et sur la petite enfance. Alors à Paris, il y a un vrai effort qui a été fait. Hein. On l'a dit, entre 2001 et 2004, plus 10 000 places en crèche. À la fin de la mandature, il y aura 33 000 places au total. Bon, mais parce que la situation, de toute façon laissée par la droite, était catastrophique. Bon. Un effort a été fait, mais est-ce que c'est suffisant? Bon. Il y a à Paris aujourd'hui 30 000 naissances par an. 30 000 naissances par an. Donc, on a une cohorte d'enfants de 0 à 3 ans qui, potentiellement, ont besoin d'un moyen de garde de près de 90 000 enfants. Bon. L'offre couvre donc à peine un tiers des besoins théoriques. Bon. Et nous voyons tous et toutes que la situation n'est pas tenable et crée des véritables situations de désespoir pour les parents, force toujours des femmes à abandonner leurs emplois pour garder des enfants, sans parler des inégalités sociales et culturelles que ça génère dès le plus jeune âge. Alors que faire? Alors il faut renforcer l'offre. Le gouvernement propose de renforcer l'offre en créant 100 000 places de crèche. Alors un premier bémol quand même, 100 000 c'est très nettement en dessous des 500 000 qui étaient proposés dans le programme du Parti Socialiste pour la présidentielle. Bon, premier bémol. Deuxième bémol, il n'est aucunement question d'un service public national de la petite enfance qui seul permettrait de garantir l'égalité d'accès à ce mode de garde à l'ensemble des enfants, quelle que soit la richesse du territoire sur lequel ils vivent. Bon, mais disons que pour un temps, on accepte le cadre. Bon, alors pour Paris pour répondre aux besoins, il faut prendre sa part des efforts. Le Front de Gauche propose 8 000 places. Bon. Mais le financement de la construction d'une crèche, c'est en moyenne le suivant. 1 tiers pour la CAF, 2 tiers pour les collectivités territoriales. Ensuite, le coût de fonctionnement pour une crèche, pour un enfant et par an, c'est 12 500 €. Pour les 100 000, ça fait 250 millions. Bon. Et là, le financement, c'est 2 tiers pour la CAF et 1 tiers à répartir entre les collectivités et les familles. Et là, il y a un problème. Bon. On ne peut pas sérieusement demander aux familles de soutenir l'effort. Mais est-ce qu'on peut demander encore aux collectivités de soutenir l'effort? Voilà, c'est ça le problème. Parce que la solution d'augmenter encore l'effort budgétaire des collectivités territoriales, d'accord. Le seul problème, c'est qu'on est directement lié là à la politique d'austérité du gouvernement et qui, entre autres, diminue drastiquement les dotations publiques aux collectivités, moins 3 milliards, quand même, je le rappelle, pour les 2 prochaines années. Alors, une nouvelle politique municipale pour les services publics, ça passe entre autres, si on veut des municipalités qui protègent, des municipalités qui servent de bouclier face à la crise, ça passe aussi par un bras de fer avec l'État pour récupérer de l'argent. Merci. Je rappelle les sujets qui ont été abordés. La question du travail dans les services municipaux et aussi des conditions de logement pour beaucoup d'agents qui sont obligés de dormir dehors ou dormir dans leur voiture. La situation des précaires de la mairie de Paris, au-delà de la situation des précaires de l'éducation nationale, les questions du logement et de la configuration du logement dans un certain nombre d'arrondissements de l'Ouest et du centre de Paris, la question évidemment de la santé et de l'Hôtel-Dieu, et enfin les questions de la petite enfance. Alors qui veut réagir le premier? On commence par... Allons-y, on repartit de gauche à droite.